Représente ce soir notre invité Éric Coquerel et ensuite l'édito de Patrick Cohen. Après-demain mercredi à 15h, l'Assemblée nationale débattra donc de la suspension de la réforme des retraites. Oui, l'article 45 bis du projet de loi de financement de la sécurité sociale, cette suspension est la grande concession accordée par le gouvernement Lecornu au Parti socialiste pour éviter la censure, mais le débat a failli ne pas avoir lieu. Il s'en est fallu d'une dizaine ou d'une quinzaine de voix samedi après-midi lors de 2 votes éclairants à la fois sur le positionnement du Rassemblement national et sur la fracture des gauches qui s'est encore aggravée. C'était lors du débat sur le budget de la Sécu. Oui, il a d'abord été question de la C3S, contribution sociale de solidarité des sociétés. C'est l'un des principaux impôts de production qui pèsent sur les entreprises. Plus de 5 milliards d'euros de recettes annuelles directement affectées aux retraites de base des salariés du privé. Jeudi dernier, le Rassemblement national avait réussi à faire adopter par surprise et dans la confusion la suppression de cette C3S. 2 jours plus tard, le président de la commission ayant demandé une seconde délibération, le RN s'est retrouvé seul contre tous. Qu'il y ait un débat dans notre pays sur les impôts de production, c'est évidemment possible. Mais supprimer d'un trait de plume un impôt de production de 5,3 milliards d'euros pose quand même question. Oui, le Rassemblement national soutient les entreprises par la baisse des impôts de production. Vous refusez cela. Je constate que certains partis ici prétendent défendre des baisses de fiscalité, mais dès lors qu'elles vont s'appliquer, ils se retrouvent à voter contre. Quel aveu, monsieur Tanguy, votre insistance pour venir donner 1 milliard d'euros aux banques et les prendre à qui? Les prendre aux retraites des artisans, aux retraites des commerçants, aux retraites des indépendants. Et vous insistez dans cette assemblée pour venir effectuer sur ce hold-up sur leurs retraites. Est-ce le résultat des dîners en ville de monsieur Bardella qui conduit à déterminer aujourd'hui le vote du Rassemblement national? Parce que la réalité, c'est que l'establishment aujourd'hui que Jean-Marie Le Pen dénonçait, c'est vous. Que le parti des 200 familles, c'est vous. Le RN qui a confirmé ce qu'il appelle lui-même son positionnement pro-business et que ses opposants appellent qualifient plutôt de porte-parole des milieux d'affaires, mais la C3S a été rétablie. À noter tout de même que cette contribution calculée sur le chiffre d'affaires des entreprises dont le chiffre d'affaires dépasse les 19 millions d'euros reste très contestée à cause de son effet supposé sur la désindustrialisation du pays. La Cour des comptes a récemment préconisé sa suppression, mais l'Assemblée samedi a refusé de le faire à la sauvette. En quoi ce vote-là a-t-il influé sur le suivant? Mécontent d'avoir été battu sur cette seconde délibération, le RN a décidé de voter contre la partie recette du budget de la Sécu avec les Insoumis. En cas de majorité, le débat s'arrêtait net. Le compromis l'a donc emporté de justesse avec les voix des socialistes et de la plus grande partie du bloc central contre une sorte de coalition anti-compromis, celle de LFI et du RN. Voter pour, ce n'est pas soutenir le gouvernement, c'est soutenir le débat. Je dis à ceux qui s'apprêtent à voter contre, c'est vous qui avez voulu, collègues du Rassemblement national, collègues insoumis, vouloir revenir à une retraite à 60 et 62 ans. Nous avons défendu celle jusqu'à 64. Nous avons accepté la suspension. Nous avons abordé ces débats sur la sécurité sociale avec un seul objectif. Être utile pour les Français. Être utile pour le pouvoir d'achat, car oui, nous avons éliminer celle des mesures qui étaient problématiques. Est-ce que c'est suffisant? Certainement pas. Mais est-ce que nous admettons de revenir en arrière si nous ne permettons pas à ces mesures de pouvoir être confirmées dans la suite du débat parlementaire? Non, nous ne sommes pas d'accord avec un budget qui va retirer 5 milliards d'euros aux hôpitaux. Ça revient à 80 postes par établissement hospitalier aujourd'hui en France. Il faut voter contre la mascarade qui s'organise devant nos yeux, qui s'appelle le socialo-macronisme. C'est désigner la grande finance, les milliardaires comme l'ennemi du peuple français, et c'est finir par piquer 3 milliards d'euros aux classes moyennes, aux épargnants seulement, et les milliardaires évidemment seront exonérés de votre grande réconciliation. Voilà la dénonciation du socialo-macronisme. Je ne sais pas si vous reprendriez cette expression, Monsieur Coquerel. En tout cas, entre socialistes et insoumis, entre la gauche des petits pas et celle du grand soir, chacun accuse l'autre de trahir la gauche. Entre les deux, d'ailleurs, c'est à noter, communistes et écolos se sont globalement
abstenus. Il y a eu des divisions dans chaque groupe, ce qui a permis au texte de passer et au débat sur les retraites d'avoir lieu mercredi. Mais comment pourrez-vous justifier votre position, c'est-à-dire l'abrogation de la réforme ou rien? Les Insoumis, vous-même, pourrez-vous vous permettre de voter contre cette suspension, comme vous l'avez fait en commission? Si c'était une suspension, non, mais vous savez très bien que c'est pas une suspension. Ah bon, c'est quoi? Une suspension, et les socialistes avaient d'ailleurs défendu cette version quand ils disaient qu'ils passaient de l'abrogation à la suspension, c'est qu'on arrête la réforme des retraites. On la suspend. Là, vous savez très bien que c'est un décalage de 3 mois. C'est-à-dire, pour bien comprendre, le 1er janvier 2020... Décalage d'un an. Non, décalage pour toutes les générations. Oui. Toutes les générations. Un décalage de 3 mois, vous avez raison. 64, 65, 66, 67 ans, ça va être un décalage de 3 mois. C'est-à-dire, à partir du 1er janvier 2028, on va recommencer. Donc, les gens vont gagner 3 mois de revenus en échange du fait que le vote de ce décalage signifie que vous votez pour la première fois à l'Assemblée la réforme elle-même, puisqu'il est prévu dans le texte qu'elle va reprendre par la suite et que donc on vote la retraite à 64 ans. Vous n'aurez pas échappé qu'il y aura une élection présidentielle entre-temps. Et donc, au nom du fait qu'il y aurait à l'élection présidentielle. Et donc, au nom du fait qu'il y ait une élection présidentielle, on va faire le cadeau de voter pour la première fois à l'Assemblée, alors qu'on sait que l'Assemblée était contre, la retraite à 64 ans. Alors c'est non. Vous auriez fait le cadeau à ceux qui espèrent justement un décalage de 3 mois. Je vais vous dire une deuxième chose. Ça concerne quand même un certain nombre de Français. Mais alors, demandez-vous pourquoi la CGT, Force ouvrière, la CFTC et la CGC sont contre. Ils viennent pourquoi la CFDT est pour? Non, mais vous pouvez me répondre à une première question. 4 syndicats sont, et la CFDT a juste dit qu'elle prenait acte. D'accord? Bon, pourquoi sont-ils contre? Parce qu'il y a 2 choses dans ce texte. Il y a la première chose, le fait un simple décalage qui sert en fait à faire avaler tout le reste d'un projet de loi de finances de la sécurité sociale, qui reste, quoi qu'on en dise, un musée des horreurs, puisque notamment ça agrève de 6 milliards le budget des hôpitaux, ça attaque les maladies longue durée. Ça n'a pas encore été voté, ça. D'accord, très bien, ça n'a pas été voté. Non, c'est la partie dépenses. Non, la partie dont je vous parle, c'est quand vous votez le PLFSS, quand vous votez les recettes, c'est que vous votez les recettes qui vont correspondre aux dépenses qui vont être proposées après. Les dépenses seront discutées à partir Et comme en plus de ça, on se retrouve dans une situation où on sait que la deuxième partie, et tout est fait actuellement pour, de la part du gouvernement, mais aussi de la part du Parti socialiste, qu'on ne puisse pas voter le texte, en réalité, la seule partie qui aura été votée, c'est la partie recettes. Ça veut dire que vous avalisez un projet de loi de finances de la sécurité sociale, et vous me disiez comment nous allons le dire à nos électeurs. Tout simplement, on respecte notre programme. Notre programme n'a jamais consisté à dire qu'on on adhérait à un projet de loi de finances de la sécurité sociale qui fait payer aux malades la baisse des dépenses de la sécurité sociale. C'est pas notre programme, ça le sera pas. Et je pense que c'est nous qui sommes dans la logique. Je disais la coalition anti-compromis, c'est le cas, c'est la réalité. Ah oui, donc un compromis avec une vision de la sécurité sociale qui est pas la nôtre, c'est-à-dire qui fait payer aux malades, qui fait payer aux cotisants la baisse des dépenses, aller chercher des recettes supplémentaires. Nous, on est fidèles à notre programme et je vois pas quel serait. C'est pas un compromis qu'on nous demande. En réalité, il y a une copie qui au départ méritait 0 sur 20. Le projet de loi de finances de la sécurité sociale. Aujourd'hui, il mérite 3, 4 sur 20. D'accord? C'est pas ça qui le rend supportable et acceptable. Si vous trouvez que c'est un compromis, moi j'appelle ça une compromission. Et je pense que le Parti socialiste, depuis maintenant presque un an, c'est-à-dire depuis février, un peu moins d'un an, depuis février 2025, quand ils ont décidé de ne pas censurer le gouvernement Bayrou, je vous rappelle, c'était un peu le même sujet. On nous disait, mais comment ça, vous n'êtes pas d'accord? Vous ne prenez pas le conclave qui va peut-être signifier l'abrogation. On a vu ce que c'est devenu. À l'époque, il y avait aussi des mesures, il y avait 4000 postes, soi-disant, d'enseignants qui devaient être supprimés, qui avaient été sauvés. Ils sont dans le budget cette année. Le Parti socialiste a voté pour la non-censure de M. Bayrou, permis aux macronistes de continuer, a voté contre la censure de Le Cornu, ce qui fait que nous sommes contre Monsieur Le Cornu, qui fait que nous sommes rentrés dans le débat budgétaire, vient de voter la partie recette qui avalise l'ensemble de ce projet de loi de finances de la sécurité sociale qui reste, à mon avis, non digérable pour tous ceux qui tiennent à la sécurité sociale et qui pensent que non, il n'y a pas trop de dépenses de santé dans ce pays, et enfin est en train de jouer la montre pour permettre peut-être que ce texte, s'il ne le vote pas pour, puisse passer par ordonnance. Ça fait quand même un peu beaucoup comme compromis. Non, c'est des compromissions et nous ne sommes pas d'accord. Il n'était pas question de voter cette suspension parce qu'il n'était pas question de donner un point un décalage. Au Parti socialiste. Moi, je suis d'accord avec M. Macron. Pour une fois, voilà, on prenait les termes du président de la République. Au moins, il a eu l'accord. Ils sont passés du Premier ministre.
Peut-être, mais lui, là pour le coup, c'est Emmanuel Macron qui est du côté de ce qui se passe réellement. Et c'est aussi ce que disent les syndicats. Peut-être que pour vous, ça n'a pas d'importance. Nous, ça a plus d'importance ce que disent les syndicats que ce que dit la direction du Parti socialiste. Vous êtes très pessimiste pour la présidentielle de 2027, donc. Attendez, là vous sautiez du coq à l'âne. Non, c'est pas du coq à l'âne, c'est la perspective de la réforme des retraites. Je voudrais juste revenir sur, vous l'avez dit, pour l'instant le texte n'est pas voté. Dans le texte qui va passer au Sénat, vous le savez comme moi, non seulement il y a ce décalage de 3 mois seulement, mais en plus de ça, ce qui est prévu dans le texte initial et qui à mon avis va être rétabli, c'est que c'est les pensions des futurs retraités, les retraites complémentaires qui vont payer ce décalage. Donc pour tout l'ensemble de cette œuvre, non, ce n'est pas un acquis. Et par contre, ça fait passer un budget qui n'est pas acceptable pour des gens de gauche. Voilà. Et donc le Parti socialiste fait un choix qui est terrible. C'est un budget socialo-macroniste, comme Moi, j'utilise pas ce genre d'expression pour plein de raisons, parce que les termes socialo quelque chose, vous savez très bien que dans l'histoire, je n'utilise pas ce genre d'expression. Ce que je constate, c'est que à la fin, quand vous avez plusieurs points mis bout à bout, ça fait une ligne. Est-ce que je me demande à quel niveau le Parti socialiste n'est pas juste en train de rejoindre la coalition gouvernementale. C'est tout ce qui... Et les écolos et les communistes qui se sont abstenus samedi ? Pour l'instant, ils seront soit abstenus, soit ils ont voté contre. Oui. D'accord ? Et vous allez voir que les communistes... Quelques-uns qui ont voté pour. Très peu. Principalement, c'est pas le cas. Et vous allez voir que lors du vote, le groupe communiste, par exemple, vous verrez qu'il va voter principalement contre cette fausse suspension des réformes des retraites, qui est une vraie arnaque. Le débat doit être clos mercredi. Pour cause de 11 novembre, il n'y aura pas de débat aujourd'hui et demain. Des débats sur le budget que, d'une façon générale, le président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici, suit de très loin. Il a expliqué pourquoi hier soir sur BFM. Je ne suis pas ce spectacle de tous les jours. Je pense qu'il y a tellement de péripéties, ça va, ça vient, on est sur une première partie, commission, etc. Après arrive la deuxième, et puis ensuite on va passer au Sénat, puis après il y aura une CMP, puis après on ne sait pas, puis après, je pense que je suis comme beaucoup de Français, un peu estomaqué de ce spectacle qui effectivement est celui d'une autre République, et encore. Ce sont des débats d'une autre République. C'est pas bien ce qu'il fait Pierre Moscovici là. C'est pas bien. Voilà, je lui dis, je suis pas d'accord. Vous êtes président de la Cour des comptes, vous êtes président du Haut Conseil des finances publiques, vous parlez pas de l'Assemblée nationale en spectacle. C'est pas ce qui se passe. On peut décider, moi je le pense, c'est-à-dire que le gouvernement a entamé cette discussion budgétaire 2 semaines en retard par rapport à la loi organique, qui explique pourquoi on est si compressé dans le temps et pourquoi on risque de dépasser les délais. Les débats sont plutôt intéressants si vous regardez l'Assemblée nationale. Simplement, on a quelque chose qu'on paye depuis longtemps, c'est que depuis juillet dernier, on nous impose des gouvernements minoritaires, ça se passe dans aucune démocratie, qui tente de faire passer des budgets minoritaires. C'est ça le problème. Mais l'Assemblée nationale n'est pas la principale responsable de ce tas de faits. Le principal responsable, il est à l'Élysée. C'est lui qui a pris la décision de dissoudre. C'est lui qui a pris la décision de ne pas permettre au bloc arrivé en tête, au moins de tenter de former un gouvernement. C'est lui qui impose des gouvernements toujours plus minoritaires. Bon, donc le problème vient de là. Je trouve que dire qu'il y a un spectacle à l'Assemblée nationale, c'est une espèce d'anti-parlementarisme qui est pas bien. Vous êtes plutôt d'accord avec Philippe Vigier, le député MoDem qu'on a vu tout à l'heure, qui disait que l'Assemblée n'a jamais eu autant de pouvoir. Non, il y a des débats, oui. Non. Oui. N'a jamais autant de pouvoir sur un budget de la sécurité sociale. C'est là le problème. C'est-à-dire que les débats sont intéressants. Alors, c'est un peu mieux que ce qu'on vient de vivre pendant 2 ans, où vous le savez, il y avait le 49.3, et du coup, on votait pas. Sauf que le gouvernement... C'était le budget du gouvernement qui était avalisé. Sauf qu'en ayant commencé 2 semaines en retard, en imposant et en utilisant potentiellement certaines des caractéristiques de la Ve République, quoi qu'il en dise, parce qu'en ce moment, au niveau des délais, on y va droit. C'est-à-dire, le fait de passer par ordonnance, c'est-à-dire sans vote, je trouve que on laisse faussement l'idée que l'Assemblée nationale, en réalité, a le dernier mot. Et d'ailleurs, je vais vous dire ce qu'il montre. Je vais vous dire ce qu'il montre. Si elle arrive la semaine d'après. Je vais vous dire ce qu'il montre. Parce que d'un autre côté, Mme Monchalin dit, c'est l'Assemblée nationale qui décide. Ministre des Comptes publics. Donc, par exemple, moi, j'ai proposé une taxe sur les multinationales, sur la délocalisation des profits des multinationales, qui a été mise au point par Gabriel Zucman. C'est une 2e taxe Zucman, qui rapporte 26 milliards. Qu'est-ce que dit Mme Monchalin ? Elle dit des choses fausses déjà, elle dit que c'est illégal, mais enfin, je ne veux pas rentrer dans les détails, ça ne va pas passionner, mais sauf que c'est faux. Mais elle dit surtout que ça ne se retrouvera pas à la fin. Elle le dit à l'avance. C'est-à-dire qu'elle dit, l'Assemblée nationale décide, mais en fait, comme elle sait que ça part au Sénat, qu'une fois que ça sera au Sénat, ça va être détricoté, que lorsque ça va venir à l'Assemblée nationale, vous avez un effet qui s'appelle de l'entonnoir, vous ne pouvez pas remettre des amendements, elle sait très bien qu'à la fin, il n'y aura qu'un choix. Soit voter contre le texte, parce qu'en réalité, il se rapproche du texte voulu par le gouvernement, soit de voter pour. Voilà. Donc, il y a une espèce d'hypocrisie et qui, finalement, j'allais dire,
doivent nous interroger aussi sur ce que permet la Ve République. Voilà, c'est pas normal qu'on travaille dans ces conditions, mais c'est pas l'Assemblée nationale qui est responsable de ça. Un point particulier, mais qui intéresse beaucoup de Français, le gouvernement songe à réserver la prime de Noël aux allocataires de minima sociaux ayant des enfants. Jusqu'à maintenant, elle peut aussi être distribuée aux personnes seules. Ce week-end, le ministre du Travail, Jean-Pierre Farandou, s'est dit ouvert à revenir sur cette idée si une recette compensatoire est trouvée dans le budget 2026. On va vraiment chercher ? Non, j'espère qu'il n'y aura pas de mesures compensatoires. C'est des décisions stupides de revenir sur la prime de Noël. C'est pourquoi ? Parce que notre économie en France, elle marche sur la consommation intérieure pour moitié de la richesse nationale produite. Et donc tout ce que vous prenez sur le pouvoir d'achat dans une situation où le pouvoir d'achat est en train de régresser est très mauvais. C'est non seulement injuste, mais en fait économiquement, j'allais dire, c'est à courte vue et à la fin, ça a des effets contraires. C'est pour ça d'ailleurs la principale raison pour lesquelles je critique les budgets qui nous sont proposés, c'est qu'ils baissent les dépenses, ils baissent le pouvoir d'achat des Français, ils baissent les capacités d'investissement de l'État, et tout ça est contre-productif à terme. Patrick. Oui, un petit mot sur le niveau du déficit public et les grandes explications de Bruno Le Maire sur ce qu'il a fait ou pas fait, ou ce qu'il a essayé de faire auprès de l'exécutif pour tenter d'alerter les pouvoirs publics. Vous avez vu peut-être cette enquête de C'est dans l'air diffusée hier soir sur cette même chaîne où Bruno Le Maire revenait sur des recommandations qui n'ont pas été suivies par le président de la République et sur cette lettre qu'il lui a adressée au printemps 2024. On regarde cet extrait. Le Conseil des ministres, c'est un lieu où on ne discute pas. C'est un lieu où on fait passer des parapheurs, on fait passer des nominations, mais comme il n'y a pas de secret dans le Conseil des ministres et que dès que vous dites quelque chose, ça se retrouve dans le canard enchaîné, il vaut mieux se taire. Pourquoi est-ce que j'écris ? Quand vous avez beaucoup discuté, que vous avez à plusieurs reprises en Conseil des ministres dit qu'il fallait réagir, qu'il fallait que les ministres soutiennent, et que vous voyez tout autour de la table des sourires narquois, du genre cause toujours, il y a un moment donné, vous prenez votre plume, parce que c'est votre responsabilité de ministre des Finances. Est-ce que vous trouvez que Bruno Le Maire a joué son rôle d'alerte, comme il le dit aujourd'hui ? Il la joue en interne, voilà, très clairement. Je le savais, puisqu'en fait, vos collègues de C'est dans l'air, en réalité, ont eu l'intelligence de bien lire la commission d'enquête que j'avais présidée au sujet de ces déficits, et nous parlions de cette lettre. Cette lettre a été évoquée. Bien sûr. Donc c'est comme ça que ça a été connu. Je sais que Bruno Le Maire, pour avoir beaucoup parlé avec lui à l'époque, il est de ceux qui a demandé un projet de loi de finances rectificatif, comme moi, c'est-à-dire que l'Assemblée nationale se saisisse de la question des déficits et puisse choisir, parce que dans un projet de loi de finances rectificatif, vous pouvez jouer sur les recettes. Donc c'est un choix qui a pu être fait. Je sais également, on parle de cette lettre, il y en a une autre, écrite à Elisabeth Borne en décembre 2023, la veille de l'annonce du 49.3 sur le budget par Madame Borne, où il avertit de les mêmes choses quasiment. C'est-à-dire que le déficit augmente, il y a moins de recettes que prévu. Et dit-il, nous devrons très certainement réagir dès le début de l'année prochaine sur des annulations de crédit. Il le dit, il lui écrit. Qu'est-ce que fait la Première ministre dans un moment décisif, puisque c'est le 49.3 ? Pas un mot sur le fait que le budget qu'elle est en train de présenter est devenu insincère. Pas un mot. Donc moi je trouve que, en interne en tout cas, après, lui le fait parce qu'il pense qu'il... Au nom d'une politique... allé aussi sur les plateaux, ici même, pour sonner l'alerte aussi. Oui, il y a eu des expressions publiques. Au nom d'une politique avec laquelle je ne suis pas d'accord, mais par contre, sur le fait d'avoir voulu alerter, oui, il l'a fait et il n'a pas été entendu, c'est ce que je constate. Je dis ça parce que je sais qu'on lui fait prendre aussi beaucoup de responsabilités. Alors, sur la politique monnaie, ça c'est clair, il l'a partagé avec M. Macron, c'est une politique qui a échoué, mais par contre, sur le fait de s'être tu sur ce qui était en train de se passer, c'est pas le plus responsable, c'est le moins qu'on puisse dire. Et l'Élysée est très responsable parce qu'il y a eu des réunions décisionnelles, c'est ce que montrent ces lettres, à l'Élysée. Éric Coquerel, on voulait revenir sur les incidents de jeudi dernier qui ont fait le tour des réseaux sociaux et qui ont beaucoup fait réagir. Jeudi soir, plusieurs militants pro-palestiniens interrompent à plusieurs reprises le concert de l'Orchestre Philharmonique d'Israël qui a eu lieu à la Philharmonie à Paris au cri d'Israël assassin. Il y a eu aussi un lancer de tract sur lequel était écrit « Pas de musique pour les colons morts à l'occupation » et puis c'est fumigène.
allumées dans les tribunes. On aperçoit d'ailleurs les militants qui les tiennent empêchés, voire frappés par des spectateurs eux-mêmes. 4 personnes, 3 hommes et une femme soupçonnés d'être responsables de ces perturbations ont été mises en examen hier pour plusieurs infractions, dont la dégradation du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes et la mise en danger d'autrui. La Philharmonie de Paris a condamné ces incidents graves dans un communiqué et annoncé porter plainte. Rien ne peut justifier de telles actions. Quelles que soient les opinions de chacun, il est inadmissible de menacer la sécurité du public. Aucun progrès ne peut naître de la violence. Le président du CRIF, Jonathan Arfi, a lui aussi réagi, dénoncé des agitateurs haineux. Il réclame des sanctions exemplaires. Condamnation également de la ministre de la Culture, Rachida Dati, du ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, pour qu'il est hors de question qu'aucune manifestation en présence d'artistes ou de sportifs israéliens ne soit annulée en France au nom de la liberté d'expression. En revanche, la question a été posée à Jean-Luc Mélenchon, leader des Insoumis, qui, lui, refuse de condamner ces incidents. Je ne condamne pas parce que la Philharmonie avait déjà interdit une fois un chef russe. On est d'accord, on n'est pas d'accord, mais ce qui vaut pour les Russes doit quand même pouvoir valoir pour d'autres. Hein. Bon, voilà. Alors, ça a été un peu tendu. Bon, voilà, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Mais vous ne pouvez pas empêcher à des gens d'exprimer une protestation contre un génocide. C'est pas normal. Explication qui a suscité de nombreuses réactions de la part de nos téléspectateurs. Alors, il y a certains qui sont d'accord avec Jean-Luc Mélenchon, mais il y en a aussi beaucoup qui la dénoncent et qui ne la comprennent pas. Ils cautionnent la violence. Ils sombrent chaque jour un peu plus dans l'abjection. Abject encore ces propos, ça devient une habitude. Les artistes ne tuaient personne, ils jouaient de la musique comme souvent les musiciens en concert. Alors il y avait eu d'ailleurs des musiciens, plus de 7200 musiciens et amateurs d'art lyrique qui s'étaient exprimés, avaient signé une pétition pour que ce concert ait bien lieu. Est-ce que vous-même vous condamnez ces incidents? Est-ce que vous comprenez pourquoi Jean-Luc Mélenchon ne le fait pas? Écoutez, dans la situation actuelle, je vais vous dire ce que je condamne le plus. C'est que depuis le cessez-le-feu, soi-disant cessez-le-feu, il y a eu 250 morts à Gaza. D'accord? Que la colonisation est en train de se développer de manière encore plus forte sur les conseils de M. Smotrich, qui est, comme vous le savez, le ministre raciste qui s'occupe des colonies. Ce n'est pas la question, non, ça c'est si, mais je vais vous répondre. Je pense que le problème qui, moi, me révolte, c'est que, et maintenant quasiment dans le silence, puisque soi-disant il y a eu un cessez-le-feu, le peuple palestinien est en train de continuer à être massacré, l'occupation des terres de Cisjordanie se développe, et bientôt, si on ne fait rien, parce que rien n'a été fait en réalité, l'entité palestinienne en tant que peuple ne pourra plus jamais être en état de construire un État. Voilà, attendez, je vais vous inquiétez pas, je vais réagir. Donc moi, je vais vous dire une chose. Je considère que la politique menée aujourd'hui par le gouvernement israélien, qui est une politique en Cisjordanie d'apartheid, qui est une politique qui, je vous rappelle, porte des risques génocidaires par le cours de la justice internationale qui est en train d'enquêter. Donc on ne saura dans quelques années seulement ce qu'elle décidera. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a eu plus de 60 000 morts et qu'on sait les conditions de Gaza. Cette politique-là devrait, mais je vais vous répondre, devrait nous amener à faire comme nous avons fait par rapport à l'Afrique du Sud il y a quelques années, d'accord, où nous avons cessé des relations avec les équipes qui représentaient l'Afrique du Sud, et donc également, à partir du moment où c'est une institution, et là c'était l'orchestre, c'était pas des artistes israéliens, c'était l'orchestre de la Philharmonique, je pense qu'il aurait été plus sage de ne pas les inviter, parce que nous sommes dans une situation qui est absolument anormale. Et Jean-Luc Mélenchon a raison de dire qu'aujourd'hui, il ne viendrait à l'idée de personne d'inviter l'orchestre national russe. Je pense que ça serait très mal vécu. Eh bien, pour ces raisons, je pense que ça aurait dû être pris comme décision. D'accord, mais une fois que la décision est prise, que l'orchestre a bien lieu, est-ce que vous condamnez les perturbations, les fumigènes, les mises en danger d'autrui? Je ne vais pas perturber, je n'aurais pas, moi, utilisé ce genre d'action, mais je ne vais pas les perturber, je ne vais pas les condamner. Et je vais vous faire remarquer une chose, vous parlez de violence, d'accord? Il y a des fumigènes d'un côté. De l'autre côté, il y a une des militantes qui s'est retrouvée à l'hôpital, qui a été frappée par des spectateurs, et lors des gardes à vue, ça a été spécialement dur. Donc, de la côté de la violence physique, en tout cas, elle n'était pas du côté des manifestants, mais encore une fois, oui, j'assume, je pense qu'aujourd'hui, la situation est tellement grave. Demain, Emmanuel Macron reçoit le président de l'autorité palestinienne. Fort bien. La Palestine a été reconnue au niveau de l'ONU par la France. Mais on ne peut pas se contenter de ça aujourd'hui pour arrêter les Israéliens. Donc, il faut aller plus loin. Et je pense que des boycotts, comme on l'a fait avec l'Afrique du Sud, me sembleraient nécessaires. Donc, c'est pour répondre qu'à partir du moment où on ne le fait pas, et à partir du moment où on prend la responsabilité, effectivement, et la CGT Spectacle avait averti que les conditions de sécurité n'allaient peut-être pas être réunies, je pense qu'il aurait été opportun de ne pas inviter l'orchestre philharmonique israélien. Merci pour votre réaction.